Donc, Grégory est aussi pas loin de moi à Plateau Fertile. Donc, Grégory, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation de l'industrie textile en France, mais aussi en Europe, puisque tu as un rôle dans Euratex maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Bienvenue. Bonjour, donc bonjour à tous. Je m'appelle Grégory Marchand, j'ai 54 ans, 4 ans. Je suis de formation ingénieur textile que j'ai fait à l'étranger. Et aujourd'hui, un peu dans mes missions, donc mission d'entreprise, je co-dirige Union Textile Tourcoing avec Denis Marchand, mon cousin. Et nous travaillons dans ce textile traditionnel sur donc un ensemble de filatures et une teinturie qui est à Tourcoing, 3 filatures, une à Tourcoing, une à Trélon et une à Timișoara en Roumanie. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la partie textile traditionnelle, où on va travailler pour les tricoteurs et les tisseurs. Donc ça, c'est ce métier-là. Après, bon, j'ai d'autres métiers. J'ai un métier en textile technique avec une société qui s'appelle Imatech, où nous développons, on va dire, des solutions spécifiques pour des clients qui recherchent des sujets très, très précis, soit dans la résistance des fibres, soit des points très, très précis. D'ailleurs, on expose là ici Texival, puisqu'on parlait des réseaux tout à l'heure, en région lyonnaise. Voilà. Et notre dernière activité, c'est une activité dans le monde de l'Internet, dans le web. Donc quelque chose qui n'a, on va dire, pas à voir grand-chose avec le monde du textile, sauf que c'est amusant parce que quand on parle avec toutes nos équipes du web, et dans le temps, on avait des équipes du textile qui étaient plutôt des équipes de personnes qui avaient un certain âge, et aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, on a de plus en plus d'équipes de jeunes qui rejoignent justement par rapport à cette volonté de repartir, de refabriquer, de remettre du sens dans ces fabrications de produits textiles. Et donc, ça, c'est aussi très intéressant. Donc, par rapport à Euratex, donc effectivement, en étant membre du bureau, je suis un des vice-présidents de l'UIT au niveau national, membre du bureau du Nord de l'UITH, et donc qui est le syndicat qui regroupe en fait les fabricants et les industriels français. Et donc, je suis rentré comme mission sur Euratex. Et Euratex, alors on va dire qu'est-ce que c'est que ça? Dès que ça touche l'Europe, ça donne des boutons à tout le monde. On ne comprend pas très bien. En fait, c'est vraiment un regroupement des industriels français, européens, tous ensemble pour pouvoir aller parler à la Commission et pouvoir dire, nous, on n'est pas d'accord avec ces idées que vous faites. On voudrait réussir à faire passer nos idées. Alors, c'est toujours très compliqué. En plus, on est le textile. Donc, on va dire que le textile est plutôt un métier qui est pas forcément aidé, mais là aussi, il y a des changements. Il y a des changements. On sent qu'à la Commission, il y a des gens qui se disent il y a eu toute cette opération des masques, il y a une industrie qui existe, on est dépendant, et ça serait bien de réétudier, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se mettre en place sur ces métiers. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une volonté forte, même au niveau de la Commission, de recréer une force et de recréer une filière importante dans nos métiers. Donc, je sais pas Est-ce que tous les pays ont eu la même prise de conscience et le même choc quelque part pendant cette dernière année? Tu as 2 types de zones. En fait, tu as 2 grandes zones sur l'Europe. Tu as, on va dire, les pays méditerranéens dont on fait partie, dans lesquels il y a encore une grosse partie industrielle. Parce que faut pas oublier, hein, Euratex, ça représente 160 000 entreprises et c'est grosso modo à peu près 1,5 million. Donc, les pays du Nord qui sont beaucoup plus commerçants. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'allier pour qu'on puisse avoir un commerce très libre, ouvert, mais en même temps, l'application de règles qui soient les mêmes pour tous, parce que on connaît dans nos pays riches
Et quand on nous dit, bah, ça, vous ne pouvez pas utiliser tel type de produit, et qu'on voit sur les marchés les produits qui arrivent d'Asie, entre autres, et qui n'ont absolument pas aucune contrainte par rapport à ces éléments-là, c'est totalement injuste. Et donc, ça veut dire qu'il faut remonter aux organisations de la commission des éléments, etc., pour aller se défendre, pour aller et faire comprendre. Donc, c'est jamais simple. Mais donc, ça veut dire que cet outil Euratex, qui est un outil qui nous appartient, à nous, industriels, en France, il y a l'UFIM qui en fait partie, il y a l'UIT, dont je suis le représentant, qui en fait partie. Surtout, remontons aux équipes, soit via l'UIT, soit via l'UFIM, les éléments pour que ce soit remonté après aux équipes de Dirk Van Velde, qui est responsable de Euratex, pour ensuite que les équipes de là-bas aillent à la commission défendre ce que l'on veut. C'est toujours la même chose. Si on s'en occupe, eh bien, il y a des choses qui avancent. Si on s'en occupe pas, il y a des choses qui avancent pas. Moi, le sujet qui m'intéressait aujourd'hui de partager avec vous par rapport à justement Euratex, c'est qu'il y a une démarche qui s'appelle ReHub. ReHub qui est en fait un gros projet d'analyse et d'aide sur ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que tout le monde a bien compris que le textile aujourd'hui, l'endroit où il y a le plus de matières premières autour de nous, eh bien, ce sont nos armoires, sont nos poubelles, en fait, c'est ce qui nous entoure du moins d'un kilomètre de nous. Et donc, c'est comment faire pour réutiliser ces matières pour redonner vie, redonner sens à ce marché, à ce monde du textile. Et donc, justement, Euratex donc, a lancé donc, tout un projet. Nous, les Français, donc, on en fait partie, d'accord, on fait partie des équipes. On a une personne qui nous représente là-bas parce que les structures UTH et UFIM sont légères. Donc, la personne qui travaille avec nous, c'est Maud Hardy, qui est chez Refashion. Et donc, c'est elle qui est directement sur place et qui a un rôle de communication vers nous tous et vers nous, industriels, pour que l'on puisse avoir des informations, pour que l'on puisse profiter de ces recherches et de tout ce qui est en train d'être fait, et donc certainement faire évoluer nos industries, voire même en faire renaître. Donc là, je suis un petit peu aussi bien placé, puisque toi, tu le sais, Annick, mais donc on a bénéficié sur une de nos usines à Trélon, dans le sud département du Nord, d'une aide du plan de relance pour un projet qui s'appelle Refilons. Donc, on va refiler des fibres qui ont déjà été portées, des fibres qui ont été récupérées des déchets de la fabrication, pour refabriquer des fils et ensuite pouvoir les reteindre. Donc, ça veut dire que de plus en plus, on va travailler sur différentes vies, sur la fibre, sur le produit, etc. Est-ce que tu peux nous détailler ReHub un petit peu, nous expliquer qu'est-ce que c'est ce projet ReHub? Alors, en fait, c'est une volonté de créer ou de repérer des démarches qui existent, parce qu'il y a des choses qui existent déjà dans plein de pays, et de partager un maximum les informations. En fait, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du collectif. Je pense que dans notre monde du textile, beaucoup de choses ont évolué. Avant, on travaillait un peu chacun dans son côté. Et aujourd'hui, on sent que même les industriels, on doit travailler ensemble, parce que moi, je suis filateur, mais je ne suis absolument pas effilocheur. Je ne suis pas collecteur. Je ne suis pas retailer non plus. Et il ne faut pas oublier que le premier qui va travailler sur la création du produit, ça va être la designeuse ou le designer qui va travailler. Et si lui, il n'a pas cerné toute cette partie d'éco-conception, il ne pensera pas forcément à la deuxième, voire à la troisième vie de la matière qui a fait le premier produit. Ça veut dire que tu peux faire un produit qui va être, dans un premier cas, un pull en peigné, qui ensuite deviendra peut-être un produit en cardé, ça veut dire avec des fibres plus courtes, et qui après terminera sa vie en tote bag, ça veut dire un sac qui sera fait avec un fil, certainement avec des fibres beaucoup plus courtes. Et donc,
Mais aujourd'hui, je pense que toute cette partie de conception en amont, elle est seulement en train de naître. Et beaucoup de gens, et justement dans les retailers, sont très, très intéressés par ces sujets, puisqu'ils se disent qu'un jour ou un autre, ils vont devoir reprendre les vêtements que leurs clients ont, leurs vêtements ou les vêtements des autres. Mais je pense que si c'est leurs vêtements et qu'ils les ont fait d'une certaine manière, ça sera plus facile pour organiser toute la suite derrière. Donc voilà, donc il y a cette démarche européenne qui a lieu, mais qui est une démarche un peu identique qu'on retrouve dans tous nos pays. Aujourd'hui, tu vois, sur la France, au niveau de l'UIT, on a un comité qui s'appelle développement durable, et on se rend compte que sur des sujets comme ça, on est énormément d'industriels des quatre coins de la France à travailler sur ces sujets et à se les partager, à essayer de travailler ensemble. Voilà. Dans tous les cas, la structure industrielle française, même si elle existe encore, tu vois, moi j'ai des filatures, je suis capable de fabriquer des grosses quantités, elle sera aujourd'hui, elle est incapable de fabriquer tout le besoin que la consommation française recherche. Donc oui, on pourra certainement reprendre petit à petit, on pourra recréer des usines, on pourra remettre de l'emploi. Attention, on remettra de l'emploi, mais jamais comme ces usines qui se sont fermées il y a 30 ou 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup plus d'automatisme, il y aura beaucoup plus de systèmes qui nous permettront d'éviter les déchets, d'éviter les consommations d'énergie trop fortes, etc., etc. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de naître actuellement de ce futur. Et en plus, c'est des choses qui intéressent les clients. Ça veut dire que le client, si on lui ramène un produit et on lui explique que ça a été fait dans nos usines, c'est quelque chose qui l'intéresse fortement. Un peu dans une démarche comme ça, avec un retailer spécialisé qui a une grande enseigne bleue, on va dire, c'est Decathlon. On a parié de relancer une collection de bonnets made in France. Et donc, ça fait 2 ans qu'on fabrique des bonnets avec eux. Et dans toute cette démarche d'éco-conception, dans toute cette démarche de fabrication locale, on pourrait dire française, mais c'est vraiment du local, dans un but d'abord de prouver que c'est possible. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a eu énormément de transformations et d'améliorations des matériels textiles, entre autres des métiers à tricoter. Aujourd'hui, ça veut dire que les pièces descendent, on n'a plus du tout de déchets de fil. Ça veut dire que les pièces descendent, elles sont extrêmement confectionnées tout de suite. C'est clair que derrière, il faut les vaporiser. C'est clair qu'il faut mettre toutes les étiquettes parce qu'on a des lois européennes qui nous forcent à mettre toutes sortes d'étiquettes. Sur les chaussettes, on n'est pas obligé de mettre d'étiquette, mais sur un bonnet, on est obligé. Donc, on ne comprend pas bien, mais c'est pas grave. En même temps, on n'est pas encore obligé de mettre le pays d'origine, donc c'est un petit peu paradoxal quand Oui, même. mais tu pourrais l'avoir sur un document comme sur tes chaussettes. Tu as ton pays d'origine, mais tu l'as sur le cavalier en carton. Aujourd'hui, le bonnet qui touche aussi directement le corps, tu l'as à l'intérieur. Donc, c'est des choses, mais je suis persuadé que les lois vont aussi évoluer. À nous, intelligemment, d'aller trouver qui de droit pour leur faire comprendre ces éléments-là. Donc, voilà, dans ma démarche, voilà, ces tests sont passionnants parce que une fois de plus, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du collectif. Et bien là, on a dû travailler pendant certainement 2 ans et demi avec des équipes de chez Decathlon. Apprendre à se parler, c'est super compliqué. Moi, je suis industriel, je connais mon industrie. Le retail, je connais un petit peu parce que je suis dans le Nord. Mais c'est pas, on n'a pas les mêmes langages, on n'a pas les mêmes approches, on n'a pas du tout. Et je pense, enfin, je m'en rends compte dans les clients du TT que de plus en plus, nous avons des retailers qui viennent nous approcher, qui viennent parler sur la création, qui veulent faire évoluer. De temps en temps, on a des gens qui viennent nous voir dans les salons avant même que leur direction leur ait dit on a un projet de recréer des choses, parce que c'est leur conviction à eux. Et ils disent je ne sais pas si ma direction ira dans ce sens-là, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et donc ça, c'est assez passionnant de voir ce qui est en train d'être fait. Alors après, si tu me demandes
Est-ce que tu le vois dans les chiffres aujourd'hui? Je te dis, je pense que j'ai plus de petits copains qui font du produit fini, qui le voient dans les chiffres. Tu vois, quand on est avec les autres membres de l'UIT, dans des gens qui font des draps, dans des gens qui font directement des produits finis, eux le voient. Moi, je suis en amont puisque je vais livrer du fil qui va être tissé et tricoté. Je le sens un peu moins. Je le sens un peu moins, mais néanmoins, le salon Made in France qu'on vient de faire, c'était plein d'énergie, c'était plein de gens qui nous posaient des questions, c'était des enseignes qui veulent absolument mettre en place, qui ne savent plus où trouver les industriels, ils ne savent plus. Alors on leur dit, mais vous savez qu'il y a des syndicats où vous pouvez avoir des informations, il y a des clubs, il y a toutes sortes d'organisations, mais on sent qu'il est important de tous se remettre en réseau et en lien pour justement échanger les éléments, échanger les infos, pour rediriger les gens vers ce qui existe et ce qui peut être fait demain. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, le rebond, il va vraiment s'enraciner dans toutes ces directions plus durables? Ou est-ce que c'est un épiphénomène encore? Ou est-ce que vraiment on sent qu'il y a une volonté très forte de transformer? Tu dis, moi, je suis au début, donc je ne sens pas encore tout à fait là. Est-ce que vraiment on va aller jusqu'au bout? Voilà, c'est ma question. Je Il y a de suis pas, l'intérêt, il y a des questions, je il y a suis pas beaucoup devin, donc d'énergie, mais est-ce que ça va vraiment aller jusqu'au bout? Quand on voit pour Decathlon, c'est 2 ans et demi de travail, on sait quand ils ont des projets, ils sont très, très, voilà, ils vont jusqu'au bout en général. Mais est-ce que cette super volonté, cette super énergie, tu penses qu'elle est en train de se mettre en œuvre? je, je, je suis pas devin, donc, mais je pense qu'il y a une vague qui va dans ce sens-là et il faut surfer dessus, quoi. Tu as ceux qui surferont les premiers, tu as ceux qui surferont les derniers, mais il y a quelque chose qui existe. Il faut être, quand tu surfes, il faut bien se débrouiller pour que ça fonctionne. Mais oui, il y a quelque chose qui existe. Nous, fabricants français, c'est clair qu'on essaye de le mettre en avant, on essaye de mettre en avant nos certificats, on essaye de mettre en avant que l'on ne rejette pas d'eau, etc. Tout ce qu'on a mis en place comme investissement depuis des années et des années. Tu as des gens pour lesquels ça a du sens, tu en as d'autres dans tes clients pour lesquels ça n'a pas d'importance. Je pense que c'est clair qu'il y a un virage aujourd'hui. À quelle vitesse ça va aller, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui le prennent très vite, ce virage, oui. Il y a une question que je lis dans le chat qui dit est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du potentiel d'emploi qui pourrait être recréé? On dit on n'aura pas le même nombre d'emplois qu'il y a 50 ans, ni le même type d'usine, ni rien. Est-ce qu'on a une idée du potentiel d'emploi à créer dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a un calcul déjà? Est-ce que l'Europe ou la France a commencé à réfléchir à cet éventuel potentiel? Alors, en fait, je ne suis pas tellement sûr que l'emploi. En fait, le gros problème qui existe dans nos industries, et ça dans toutes les réunions, que ce soit françaises ou que ce soit les réunions européennes, c'est le nombre de postes qui ne sont pas pourvus parce que les gens ne sont pas formés. Donc, c'est beaucoup plus ce sujet-là qui importe au niveau de l'emploi, la formation, que dire on va sortir des chômeurs. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes et si on demandait à l'UIT ou aux autres organismes, c'est plutôt aujourd'hui un fort manque de personnes formées que réellement dire on va retirer. En fait, nos métiers, ils ont totalement évolué. Nos métiers, ils ont vraiment évolué. Avant, tu prenais quelqu'un qui était presque dans la rue en disant ben, venez, on va vous faire travailler. Aujourd'hui, tu formes à des matériels. Il n'y a plus une machine textile récente sur laquelle tu n'as pas des ordinateurs dans tous les sens, sur laquelle tu n'as pas. Donc, vraiment, tout a vraiment fortement évolué. Et donc, les gens, ils peuvent apprendre, mais il faut d'abord passer par le post-apprentissage. Et là aussi, tu vois, j'ai redit, moi, récemment, justement, le député qui est venu visiter notre usine à Trélon, j'ai dit, ça serait super qu'on puisse nous mettre en place
un crédit impôt formation. Ça veut dire que tout ce que les entreprises dépensent pour former, ça veut dire former en interne, parce qu'aujourd'hui, on est tellement peu qu'on ne peut plus réellement refaire d'école à l'extérieur. Et il faut vraiment avoir des noyaux de formation au sein de nos entreprises. Et donc, mais ça demande du budget, ça demande du temps, ça veut dire que tu vas prendre les meilleures personnes pour qu'elles apprennent aux autres. Et donc, il faut mettre en place des choses différentes. Et donc, je disais, monsieur le député, qu'est-ce que vous trouvez ce crédit impôt formation? Ça veut dire que ce n'est pas l'État qui avance, c'est l'entreprise, si elle fait des bénéfices, qui peut déduire de ses résultats. Et donc, je disais, oui, ça peut être une idée intéressante d'avancer sur ces sujets-là. Est-ce que tu sais combien d'emplois en France ne sont pas pourvus aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je suis persuadé que quelqu'un de l'unité, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, Yves parle. Oui. Yves Dubief, il a peut-être les éléments où je pense que les équipes de l'unité sont branchées et regardent et pourront redonner ces éléments-là. Mais c'est clair que tous les jours, les uns et les autres se battent. Si vous êtes sur les réseaux LinkedIn, etc., vous voyez que les uns et les autres disent on embauche, que ce soit en teinturerie, que ce soit en tricotage, que ce soit on cherche tous des gens. Okay. Aujourd'hui, d'abord former pour remplir les postes, entre guillemets, avant de penser à arriver à développer davantage, parce que si on veut développer mais qu'il n'y a personne, ça ne va pas être possible. C'est ça? Mais c'est clair que dans ces projets de développement, là, tu vois, je parlais du projet Bonnet, on a, nous, pour cette activité-là, un grand projet d'automatisme, une fois que le bonnet est terminé, sur la partie vaporisation, sur la partie contrôle de la taille, contrôle tout ça, c'est de créer du matériel qu'on créera nous-mêmes pour réussir, parce que tu ne peux pas l'acheter, il n'existe pas nulle part, pour réussir à automatiser, non pas la confection, parce qu'il n'y a pas de confection, mais toutes ces petites tâches intermédiaires qui représentent donc une partie importante du produit fini. Et donc, sur ça, on a besoin de créer des machines. Donc, tu vois, on travaille avec des ingénieurs. On a entre autres une école qui s'appelle l'ICAM ici autour de nous. Donc, on a des ingénieurs qui travaillent sur ces sujets-là. On a des gens du textile de Lancet pour justement créer ces matériels, mais ils n'existent pas. À nous de les faire. Et je pense que là, j'ai parlé du tricotage, mais c'est pareil pour le tissage, c'est pareil. Beaucoup d'entre vous connaissent Eric Boel avec Tissage de Charlus, avec ses projets. Ils avancent sur des machines et des choses qui restent à créer. Donc oui, on arrive dans des périodes où on va recréer des choses. On va repartir, parce que dire entre faire venir quelque chose qui est fait d'une manière traditionnelle de l'autre bout du monde, en faisant venir des containers, en faisant des soldes, en faisant tout ça, ou trouver un moyen après-demain de le faire localement, d'essayer de faire des plus petites quantités, d'essayer d'être plus proche du marché, et ben, je pense que ça résonne. Voilà, les gens, ça devient des convictions des gens. Donc, l'enjeu, c'est d'arriver collectivement, en travaillant toute la chaîne ensemble. Je crois que c'est ce qui est assez nouveau, c'est que tout d'un coup, les distributeurs et on va dire les fabricants de l'amont, comme on dit, sont plus en train de se dire c'est trop cher, c'est pas assez, etc. Ils sont en train de se dire bon bah on se pose et comment on va y arriver collectivement et que ça génère finalement beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de recherches et une transformation certainement assez importante de tout l'appareil de fabrication. C'est ça? Et tu peux même aller plus loin. Tu peux même aller plus loin parce que tu vois. Donc ici, dans la région, on a le pôle qui dans le temps s'appelait Uptex, qui maintenant est devenu Eura Materials. Et ça veut dire quoi? Il s'appelle Eura Materials. Ça veut dire que demain, avec d'autres matières venant d'autres métiers, tu vas avoir de la transverse et ça va servir à nos métiers. Et nous, il y a des connaissances de nos métiers qui vont servir à d'autres métiers. Aujourd'hui, quand tu sais que une chaudière, c'est fait avec du textile. Tu vas me dire, ah bon, bah oui, le brûleur d'une chaudière, c'est fait avec du tricot. Ah oui. Bon, et donc, tu as plein de parties. En fait, le textile, ce n'est pas la matière, c'est la manière de travailler la matière. Et donc, voilà, il existe énormément de choses où je pense que
la collaboration d'une manière transverse nous permettra d'avancer sur plein d'autres métiers. Et tu vois, dans notre activité Imatech, donc qui est sur les fibres textiles, nous, on travaille avec, on est membre de Clubtex, dont j'ai été président pendant une paire d'années. Et en fait, je me suis rendu compte que chez Clubtex, tous les gens font des choses différentes. Tu pourras se dire, ben, allez, il doit peut-être y avoir 2-3 filateurs, mais tu as plein de gens qui font des métiers extrêmement différents. Et donc, quand tu es dans un club, dans un réseau comme ça, d'abord, tu apprends à te connaître. Et une fois que tu as acquis la confiance, la méthode de travailler avec les gens, eh ben tu peux leur parler de choses qui sont assez confidentielles et avancer, et spécialement quand ils trouvent des solutions. Et ce que j'ai appris sur ce métier du textile technique, mais j'ai le sentiment qu'on est en train de vivre un peu une évolution sur les fibres traditionnelles, où on va se mettre autour de la table avec des gens, des retailers, avec toutes sortes de gens, pour justement travailler les sujets et pour voilà, faire développer les choses. Et donc, si tu me demandes, Grégory, qu'est-ce que c'est le post-Covid pour toi? Eh ben, c'est un peu ça. Je trouve qu'on travaille différemment avec la filière. Voilà. Est-ce qu'on peut, après je te poserai une ou deux questions que les gens posent, et est-ce que l'Europe prépare un programme d'aide à l'investissement, parce qu'on voit qu'il va y avoir un certain nombre d'investissements industriels à faire dans les prochaines années, des investissements de formation aussi. Est-ce que en Europe se concoctent en ce moment des programmes d'aide? Voilà, qu'est-ce qui est en train de se profiler ou pas? Alors, bon, moi, je suis membre de RATEX, je ne suis pas membre de la commission. Je sais, mais peut-être vous entendez des choses ou pas, je ne sais pas. Donc oui, on entend des choses. Est-ce que réellement ça sortira? J'en sais strictement rien et je ne sais pas comment réellement ça fonctionne. Je ne sais pas pour le moment. Mais il est dit, oui, tu vois, sur le projet de mettre des hubs dans 7-8 pays, l'Europe dit qu'il va les financer. Je ne pense pas qu'il l'ait déjà fait, mais il le dit. Après, un peu pour toute cette idée de démarche de recherche, d'avancée, etc. etc. Okay. Alors, j'ai quelques petites questions. Comment faire pour rester compétitif? Est-ce que tu crois qu'avec toutes ces innovations à venir, on arrivera quand même un peu à baisser le prix actuel? On ne va pas faire les prix du Bangladesh, hein, on est d'accord. Est-ce qu'on va arriver quand même à baisser un peu le coût total de certains produits usuels pour quand même les rendre un petit peu plus attractifs et compétitifs? Ou est-ce que c'est de toute façon pas possible et qu'il faut oublier ce… Moi, je ne sais pas. Dans un prix, qu'est-ce qui est important de comprendre? Parce que c'est clair que moi, quand je vais acheter quelque chose, je veux toujours moins cher. Je veux toujours moins cher. Donc, ça, c'est très bien. Moi, si c'est moins cher, je le prends. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer aux gens de plus en plus la création de ce produit, pourquoi ce produit a été… d'où il vient, etc., etc. Chaque chose a un prix. Sauf qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas, il y a des trucs qui sont vendus beaucoup moins cher que leur réelle valeur. Alors, parce que soit c'est des lots de solde, et les gens n'y comprennent plus rien. Donc, ce qui est important, c'est de repartager aux gens, de refaire comprendre le sens des choses et le coût, voilà, le coût des choses. Si tu fais travailler dans une filière 10 entreprises différentes pour faire ton produit ou 5 entreprises différentes, et c'est important de savoir que les gens dans les différents pays, ils ont travaillé correctement, que les salariés, ils ont été payés correctement, qu'au niveau environnement, c'est propre, qu'au niveau social, c'est correct, qu'au niveau entreprise dans la ville, je veux dire, sociétal, ce soit respecté aussi. Si tout ça est bien fait, il ne faut pas toujours vouloir que le prix le moins cher possible. Donc, il y a un gros enjeu de pédagogie et d'explication de la filière, de redécouverte des métiers. On s'est amusé à fabriquer des masques pendant la période des masques. On vendait un kit avec 2 masques et des filtres. Ça coûtait bien moins cher que les masques que tout le monde a, les masques bleus aujourd'hui.
Parce que ça veut dire que tu pouvais nettoyer ton masque, on l'avait Oui, bien sûr. testé, pour le nettoyer plus de 60 fois. Mais la logique, les gens n'ont jamais voulu la comprendre. Ils préféraient avoir un truc qu'ils prenaient et qu'ils jetaient. Donc, le prix, bah, il était bien moins cher que le prix du masque que tu jettes. Mais les gens n'ont pas voulu le comprendre. Donc, c'est cette même démarche-là. Alors, c'est clair que je n'ai pas fait une campagne de pub, une campagne de je ne sais pas quoi. Ce n'était pas mon sujet. Je voulais faire des masques parce qu'il manquait de masques. Mais voilà, je pense qu'il y aura certainement quelque chose à faire à ce niveau-là. De redonner de l'explication. Alors, peut-être que ça ne sera pas pour tous les clients. Mais aujourd'hui, tous ceux qui veulent du français, tous ceux qui veulent évoluer, ce n'est pas tous les clients. Hein. Il y a toujours autant de gens qui vont dans les grosses enseignes, je ne vais pas donner de nom, mais dans certaines enseignes, voilà, et qui achètent du textile au kilo, quoi. Est-ce que, un peu en conclusion, à moins qu'il y ait un peu quelques autres questions, toi, quel est le message que tu voudrais faire passer à l'ensemble de ta filière pour que vraiment tout s'accélère? Parce que l'enjeu, il est là, c'est qu'on aille plus vite maintenant. N'hésitez pas à travailler ensemble, n'hésitez pas à vous rencontrer, n'hésitez pas à pousser les portes en disant qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on peut faire, on a une idée. Alors après, tu vois, les retailers, ils ont quelque chose de merveilleux, c'est qu'eux, ils ont des quantités. S'ils disent, ils trouvent des industriels en France et ici autour en disant, je vous donne 2%, 2% de ma quantité, c'est rien du tout pour eux, 2%. Mais si on leur dit pendant 5 ans, on va même mettre 6 ans, 2 tiers hein, pour amortir la machine, je vous donne cette quantité-là. Vous me faites un produit qui est correct, d'accord, mais je vous connais, je sais que vous faites là, vous existez depuis autant de temps. Ok, ça sera peut-être un produit, on va trouver le prix, quelque chose qui va passer, mais les gens vont réinvestir. C'est juste d'aller d'une nouvelle approche, d'aller différemment, de refaire des calculs, de regarder et de remettre du sens. Parce que s'il le fait sans en parler avec son client, sans expliquer à son client, eh ben ça, voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas. S'il le fait en travaillant totalement de la conception de son produit jusqu'au bout, il le comprend. Il y a un autre sujet, je vais dire, aujourd'hui, voilà, je trouve que les gens travaillent différemment, tu vois, même sur le Nord, aujourd'hui, où toutes nos structures textiles, dans une démarche un peu comme la Textile Valley, eh bien, c'est une démarche où on se dit, on est existant, il y a tout ça qui existe, on est ensemble. Et donc, c'est important d'avoir toutes ces volontés communes, de travailler ensemble, mais il ne faut pas que ce soit que nos métiers industriels, il faut que ce soit avec des retailers, que ce soit avec des designers, que ce soit même avec des gens d'autres métiers qui ont des sujets à partager. Voilà. Donc, appel au collectif, appel à travailler ensemble, appel aux retailers qui, c'est vrai, sont en train de se réacculturer et de se réapproprier ces métiers de la fabrication sur lesquels ils étaient assez peu ces 30 ou 40 dernières années, en tous les cas pour beaucoup d'entre eux. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à trouver des solutions qui sont viables et possibles et qui font avancer les uns et les autres. Un petit mot de conclusion, Grégory, est-ce que tu as une petite chose à dire que tu n'aurais pas encore dite, tu as envie de dire? Non, je pense que j'ai dit plein de choses. On a fait je suis très content d'être venu intro. visiter le plateau fertile, parce qu'en fait, je suis dans la salle derrière toi. Et donc, moi, j'ai vu à quoi ça ressemblait. Donc, voilà. C'est un des lieux de rencontre des entreprises de la région, petites, moyennes, grandes, distributeurs, fabricants, filateurs. On a un petit peu école, lycée professionnel qui viennent faire des choses ici. Et voilà, au plus on travaillera comme ce que vous faites, je pense, au plus voilà, nos métiers reprendront du sens, reprendront de l'activité parce qu'on va bouillonner dans des idées pour développer des business. Il ne faut pas rêver. Ce qu'on cherche à faire, c'est développer du business, faire tourner nos entreprises. Bien sûr, je pense que voilà, tous à le faire, mais de bonne manière. De le faire bien sûr. Effectivement, beaucoup plus d'intrants recyclés, voilà, tout ce qu'on a évoqué au début, ça fait partie de l'équation du futur immédiat. Merci beaucoup, Grégory, pour ce partage. Bravo. Si tu es d'accord, on mettra tes coordonnées dans le chat pour que si j'ai vu qu'il y avait Echo 121 qui voulait te poser une question, voilà, s'il y a quelques journalistes qui ont des questions plus précises sur ton entreprise à te poser. Merci beaucoup.